Donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 31e édition de la table ronde 2021 des caducées de l'ESCP. Donc, je me permets donc de vous accueillir au nom de toute notre équipe pour vous souhaiter la bienvenue et vous dire à quel point on est ravis de voir que cette soirée va enfin prendre forme. Pour vous présenter un peu mieux notre association, les caducées de l'ESCP, et présenter un peu mieux également la table ronde, je vais tout de suite laisser la parole à Mohamed, qui est le président de notre association, donc des caducées de l'ESCP. Mohamed, si tu veux faire ton petit mot d'introduction. Merci Marc-Antoine, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Parfait. Donc je reprends après Marc-Antoine, évidemment. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le pôle table ronde, en l'occurrence Rose, Maïlis, Amir, Margot et Marc-Antoine, pour le travail remarquable qu'ils ont réalisé. En vérité, ils ont eu une capacité d'adaptation rapide et efficace, puisque au vu des circonstances sanitaires, ils ont réinventé la table ronde. Qui est un rendez-vous annuel de notre organisation estudiantine. Les CADUC, c'est l'association des étudiants du master de management biotechnologie à ESCP Business School. Et donc, de digitaliser cette conférence, c'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver tous et je remercie pour ça le pôle table ronde. De quoi nous rappeler, en effet, là, on doit être un peu plus de 100 on prend note avec grand plaisir, bien sûr, de l'assistance qui meuble cet événement. L'association CADUC souffle cette année sa 32e bougie et par votre présence, ça nous rappelle qu'en effet, on perdure grâce à vous, grâce aux anciens, grâce aux curieux, grâce aux différents intervenants de l'industrie. Je tiens également à remercier, au nom de l'association et du MSM, tous les intervenants qui vont meubler cette soirée. Un grand merci à M. Olivier Nataf, à Mme Lydie Canipel, M. Olivier Robichon, M. Jérôme Leleu, Éric Alozé et Mme Isabelle Hilali, et évidemment notre directeur scientifique, M. Frédéric Jala. Bien sûr, l'intitulé de la conférence, les intervenants auront la possibilité de déployer en plus en détail, mais quand on repense à cette crise sanitaire, justement, le thème choisi et par l'équipe et par les différents intervenants, le patient citoyen, ou comment, au cours de la crise sanitaire, le système de santé a dû évoluer. Quand je pense, moi, pour ma part, qu'il y a un an à peu près, je faisais les cartes Covid devant une pathologie qu'on ne connaît pas et qu'à peine un an après, on est en train de mettre en place une stratégie de vaccination. De quoi mettre l'accent sur l'importance du travail collaboratif des différents intervenants, des acteurs publics, privés, des acteurs de la recherche et également des startups. Donc, c'est avec grand intérêt que, pour ma part et pour vous aussi, j'espère, vous allez suivre cette conférence ce soir. Voilà, pour faire court, je vous souhaite à tous une bonne conférence, en espérant vous retrouver sinon en chair et en os le 24 juin prochain à l'occasion d'un autre événement de l'Association des CADUC, à savoir la Nuit des CADUC, notre concours d'annonce communication santé. Et également, on aura une place pour les startups cette année. Je vous remercie. Je redonne la parole à Marc-Antoine. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Mohamed, pour ce petit mot introductif. Et maintenant, tout de suite, nous présenter un peu l'équipe qui vous propose cette réunion de ce soir. Je t'en prie, Amir, si tu veux lancer ça. Merci beaucoup. C'est en effet toujours un pari un peu risqué de diffuser une vidéo comme ça sur un lien Zoom. Donc, c'est super qu'on ait pu voir que ça marche parce qu'on va se resservir de ce format un peu plus tard dans la soirée. Donc, merci beaucoup, Mohamed, pour cette petite introduction. Évidemment, on est tous déçus de voir que la table ronde ne se déroule pas dans les locaux de l'ESCP comme c'était la tradition. Pour autant, j'en profite pour vous rappeler que cette table ronde qui est diffusée sur ce petit lien Zoom va
Pour ce qui est de la plateforme, donc pour l'instant, je vois qu'on est tous encore hébergés sur le Zoom. Il se peut que s'il y a trop de spectateurs, le lien Zoom soit saturé. Il y a donc une rediffusion qui se déroule en ce moment sur notre plateforme Facebook, sur notre page Facebook, que je vous invite donc à suivre en tant que spectateur. Si jamais il y a des personnes qui n'arrivent pas à accéder à ce lien-là, ça arrive au bout d'une certaine saturation, même si on devrait être épargné pour ce soir. Et enfin, on avait évoqué ce contenu additionnel, ce nouveau format de table ronde. Je vous rappelle qu'on a diffusé ces dernières semaines sur nos réseaux sociaux un certain nombre de vidéos qui reprennent les thèmes que l'on va aborder ce soir avec des intervenants qui sont des experts de notre système de santé. Donc, je vous invite à aller regarder ces vidéos peut-être après la conférence. Elles vous apporteront des informations complémentaires sur les thèmes qui seront abordés ce soir. Ça peut être, je pense, une façon pour vous d'avoir un peu plus d'informations et d'enseignements sur ce qu'on va pouvoir évoquer. Et juste avant qu'on se lance dans le vif du sujet, je voudrais également adresser quelques petits remerciements comme Mohamed, évidemment à AstraZeneca, au pôle communication des Caducées, et à vous tous qui êtes présents avec nous ce soir, vous six, nos six invités, mais également aux intervenants des webinaires qui nous regardent sans doute. Merci beaucoup pour votre soutien et pour tout ce que vous avez permis de faire ce soir. On est vraiment ravis de voir que ça prend forme. Et enfin, après, on va enfin pouvoir se lancer. Un dernier point technique. J'espère et nous espérons que des questions viendront dans vos esprits en tant que spectateurs en écoutant tous nos conférenciers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur le chat Q&R de ce lien Zoom ou sur la section commentaires de notre live sur Facebook. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez et nous aurons un temps d'un quart d'heure à la fin de la conférence, à partir de 19h30 pour y répondre. Donc n'hésitez pas et sentez-vous libre de poser les questions que vous voulez. Et peut-être pour rendre les échanges plus pertinents et pour nous permettre à nous de traiter le plus de questions, indiquer éventuellement le nom de l'intervenant ou les noms des intervenants à qui vous voudriez poser la question en particulier. Ça nous permettrait d'orienter un peu les échanges. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter, même si vous avez peut-être déjà pu le voir sur nos réseaux, les intervenants qu'on a la joie d'accueillir ce soir, à commencer par Monsieur Jérôme Leleu. Vous êtes Jérôme Leleu, expert de l'e-santé et président d'Interaction Healthcare. Donc, merci beaucoup à vous de vous joindre à nous. Avec vous ce soir, nous avons Monsieur Eric Alauzet. Monsieur Eric Alauzet, vous avez déjà eu la gentillesse de répondre à nos questions pour une série vidéo que je vous invite à revoir sur nos réseaux sociaux. Et vous êtes présent parmi nous avec, si je peux me permettre, une double casquette ce soir, puisque vous avez d'une part une formation de médecine spécialisée dans l'acupuncture, et d'autre part, depuis 2012, vous avez un engagement de député à l'Assemblée nationale. Vous siégez aujourd'hui sous l'étiquette de La République En Marche. Donc, merci beaucoup à vous de vous joindre avec cette double formation et cette double expertise à la table ronde. Avec vous également, Madame Isabelle Hilali. Vous êtes administratrice du Healthcare Data Institute et présidente du DataCraft, qui est un club pour les data scientists. Merci beaucoup pour votre présence. Je pense que les questions, notamment de la deuxième partie de notre conférence, vous seront particulièrement indiquées et votre expertise nous sera vraiment bénéfique. Monsieur Olivier Nataf, qui va, je l'espère, pouvoir prendre la suite de cette conférence après moi. Il est président d'AstraZeneca et vous êtes également parrain de notre promotion du master de l'ESCP, comme Mohamed l'avait évoqué. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité et votre accompagnement tout au long de cette année. Avec vous aussi, Madame Lydie Canipel. Vous êtes infirmière de formation et coprésidente de la Société française de santé digitale. Là aussi, c'est un plaisir pour nous, de vous avoir ce soir. Je pense que les questions également du sous-thème 2, mais également les questions autour du patient vous seront particulièrement indiquées. Donc, merci beaucoup pour votre expertise là-dessus. Et enfin, pour finir, Monsieur Olivier Robichon, vous aussi, vous êtes un ami et fidèle, comme aime le dire Monsieur Frédéric Jala, de notre master. Donc, vous êtes journaliste et rédacteur en chef du quotidien Prescription Santé, quotidien que nous autres étudiants, nous avons l'habitude de consulter cette année particulièrement. Donc, merci encore de vous joindre à nous et d'être présent ce soir. Donc, le programme de nos réjouissances. Nous allons commencer la soirée avec un premier échange sur le thème du système de santé français, concernant notamment l'émergence du concept de patient citoyen, que je vais laisser Olivier Nataf nous présenter juste après. Ce thème sera animé par Rose et Amir. Et après, il y a une petite pause fraîcheur, on va dire. Nous aurons l'occasion de découvrir un deuxième thème ensemble, celui de la crise sanitaire, évidemment. Ça aurait été impossible pour nous de ne pas l'évoquer ce soir, et notamment comprendre les implications qu'elle a sur notre système de santé, voir un peu les enjeux et les problématiques que cela pourra soulever dans l'avenir. Nous aurons également, il me semble, l'intervention d'un petit invité surprise en vidéo à ce moment-là. On a hâte de découvrir ce que c'est. Et enfin, nous clôturerons cette soirée et tous ces échanges grâce à un mot de notre directeur scientifique de master, Monsieur Frédéric Jala, qui est donc le responsable de notre unité d'enseignement. Donc voilà, sans plus tarder, je vais
enfin laisser la parole à Monsieur Olivier Nataf, si vous êtes avec nous, Monsieur Olivier Nataf. Il faut que j'appuie sur le bouton. Merci Marc-Antoine. Bonjour, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous. Donc, encore une fois, et d'abord et avant tout, félicitations à Maëlys, Margot, Rose, Amir et Marc-Antoine pour toute cette organisation. C'est plusieurs mois de travail, des discussions extrêmement intéressantes que nous avons eues pour arriver à ce programme et des réflexions qui, je l'espère, grâce aussi à tous les intervenants, vont être fructueuses et productives et intéressantes pour tous, parce qu'effectivement, nous sommes dans un moment de l'histoire extrêmement important pour la santé et la santé publique en France et dans le monde entier. Et donc, il me semble extrêmement intéressant d'aborder le sujet sous cet angle-là, l'angle du patient citoyen, l'angle de l'impact de la santé sur tout le monde, tous les citoyens, tout le monde est concerné, évidemment, par sa propre santé, mais aussi la santé des autres. Je voulais faire un petit aparté, puisque je suis aussi extrêmement fier d'être le parrain de cette belle promotion, que malheureusement, je n'ai pas pu vraiment voir de visu, mais c'est un vrai plaisir de vous accompagner cette année qui marque mes 20 ans de sortie de ce même master de l'ESCP et mon arrivée chez AstraZeneca en tant que stagiaire. Donc, à tous les étudiants qui nous écoutent et qui vont faire leur stage cette année, faites le bon choix, parce que ça peut, vous pouvez prendre pour longtemps, comme moi j'ai pris pour 20 ans chez AstraZeneca, mais avec beaucoup de plaisir. Donc, je reviens sur le sujet de ce jour. Le système de soins est un système effectivement qui est centré sur le patient. On traite des maladies et on traite donc des patients. Et l'industrie pharmaceutique aussi, d'ailleurs, s'est beaucoup développée et s'est beaucoup améliorée sur l'idée d'être patient-centric, d'être centré patient, et aussi d'aller, on entend beaucoup ce concept, au-delà du traitement. Et on l'entend dans tous les pays, puisqu'on appelle ça Beyond the Pill, vous avez sans doute entendu ça, c'est-à-dire prendre en charge le patient dans l'intégralité de son parcours, au-delà même du traitement. Et donc, que pourrions-nous vouloir dire par cette idée de patient citoyen, ou en tout cas l'idée que finalement, tous les patients sont citoyens, les citoyens peuvent être patients, ou en tout cas être aidants dans l'entourage du patient. Il y a évidemment, quand vous entendez le concept de passer d'un système de soins à un système de santé, qui se focalise donc sur la santé, qui se focalise donc sur la bonne santé, vous entendez évidemment le concept et la notion de prévention. On peut entendre aussi l'idée de proximité. Et on parle beaucoup dans les différents plans, qui ont été les plans de différents gouvernements et dernièrement Ma Santé 2022 ou le Ségur de la Santé, le décloisonnement ville-hôpital, c'est-à-dire une espèce de renaissance ou de montée en puissance ou d'importance des soins primaires, encore une fois de la proximité. Parce qu'avec cela vient évidemment une notion d'éducation. Et on le voit aujourd'hui, je crois que le président de la République parlait de 66 millions de procureurs. On pourrait aussi dire 66 millions de virologues. Tout le monde a un avis sur la question effectivement de la crise sanitaire, et tout le monde a cet appétit, ce besoin de comprendre, de s'éduquer. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne reste pas et que ça ne contribue pas à garder la population dans le futur en bonne santé, parce qu'une implication du citoyen grâce à l'éducation pour comprendre ce qu'est l'innovation dans la santé, ce qu'est l'innovation thérapeutique, ce que ça apporte, le fait que la précaution ne doit pas être une peur, et le fait que l'éducation doit permettre de comprendre. Donc, il y a cette notion de proximité, de prévention, d'éducation. Il y a enfin, il me semble, une notion dans ce concept de patient de responsabilité, de responsabilisation, de responsabilité non seulement du patient dans sa propre prise en charge, la prise en charge de sa maladie quand il devient patient, le fait de rester en bonne santé et de prendre soin de soi, et puis évidemment, quand on est parent, ou quand on est aidant, ou quand on est enfant de personnes âgées, accompagner sa famille, accompagner ses amis, être quelqu'un qui veille à la santé de chacun. Donc, je pense qu'il y a beaucoup
de notions, encore une fois, de solidarité, d'entraide, d'ensemble et d'intégration dans ce concept de patient citoyen, et avec une meilleure prévention, plus de proximité, une meilleure éducation et évidemment une responsabilisation partagée, je pense que nous pourrions arriver à un meilleur système de santé et évidemment, ce qui est le plus important, à une meilleure santé pour nos concitoyens. Voilà, c'était les première réflexion que je voulais partager avec vous, en espérant que ça ait servi à introduire le sujet dont nous allons débattre et discuter aujourd'hui. Je crois, Marc-Antoine, que je vous redonne la main. Oui, exactement. Bah, merci beaucoup pour cette introduction. Je pense que ça nous aura tous permis d'un peu mieux comprendre ce concept justement de patient citoyen que vous aviez évoqué avec nous pour la première fois déjà il y a quelques mois. Et c'est vrai qu'en travaillant dessus, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire, justement, peut-être suffisamment pour faire une table ronde avec des experts comme vous réunis autour de la même table. Et sans plus attendre, on va tout de suite commencer à vous laisser la parole, en fait, avec ce premier sous-thème, celui du système de santé français et de l'émergence de ce concept patient citoyen que vous venez de nous décrire, monsieur Olivier Nataf. Donc, Rose et Amir, je vous laisse modérer cette partie-là de nos échanges. Merci Marc-Antoine. Donc, comme on vient de l'entendre, M. Nataf a proposé une définition du patient citoyen avec un patient qui serait finalement acteur de sa santé et un citoyen qui serait investi, qui se serait approprié le système de santé. Personnellement et selon vos valeurs et votre profession, comment vous définiriez ce concept de patient citoyen? Monsieur Alauzet, en tant que médecin et homme politique, peut-être pouvez-vous ouvrir la discussion à ce sujet? Oui, merci de votre accueil. Je suis très heureux de participer. Comme j'ai passé un très bon moment avec vous il y a quelques semaines lorsque vous m'avez interrogé sur toute une série de sujets. Alors, peut-être une petite précaution avant de commencer, parce que le titre, c'est comment on passe du patient au citoyen. Je pense qu'il ne s'agit pas de remplacer une vision par une autre, mais bien de compléter une vision qui est celle autocentrée sur le patient, à une vision beaucoup plus globale, à la fois dans la durée, dans la transversalité, l'individu versus collectif, etc. Il ne faudrait pas que le mouvement de balancier nous amène à considérer, y compris avec des idéologies politiques parfois, que l'individu a beaucoup moins d'intérêt et que seul le collectif compte. Voilà. Donc pour moi, c'est un système qui s'ajoute. La vision du patient, du citoyen s'ajoute à celle du patient. Et elle peut même, d'ailleurs, la vision du citoyen apporter à la vision qu'on a du patient. Alors, évidemment, quand on parle de citoyen, moi, ça m'incite tout de suite à parler de démocratie. Et de démocratie en santé ou de démocratie sanitaire. Et c'est l'entrée que je vais prendre délibérément, ce n'est pas forcément la seule, mais c'est celle que je choisis de prendre, pour évoquer un certain nombre d'items qui se raccrochent à ce qu'on peut considérer comme la démocratie en santé. Le premier, c'est la nécessité pour le patient d'avoir des représentations, c'est-à-dire des corps organisés, peut-être des associations qui éventuellement parlent en son nom. L'association des patients atteints de diabète, par exemple. Donc ça, c'est un sujet qui monte en puissance depuis quelques années déjà, mais qui n'est pas toujours bien pris en considération par le pouvoir médical, mais enfin qui est important. Ça, c'est le premier item. Le deuxième, alors celui-là est très ancien et d'une certaine façon, il existe, mais enfin, les patients rencontrent souvent des difficultés, c'est l'accès à son dossier médical. Et d'ailleurs, son dossier médical est très souvent éparpillé ici et là, et ça pose la question du serpent de mer, du DMP, le fameux DMP, du dossier médical partagé, qui verra le jour prochainement, je l'espère, enfin, après bien des années et des années de discussion. Le troisième aspect est un sujet plus éthique ou de valeur, qui pose la question du respect de la personne et du corps. J'illustre mon propos pour dire, par exemple, que l'intervention de soins à domicile peut poser un certain nombre de problèmes. On a de plus en plus de gens et on aura de plus en plus d'hospitalisations à domicile ou des gens qui vieilliront à domicile. Et il n'est pas évident pour un médecin, par exemple, d'avoir une relation singulière avec son patient à domicile, dans la mesure où le conjoint ou des aides à domicile, ou le lit peut être au milieu du salon, et donc la question du secret médical et de la relation singulière peut être posée, mais aussi du respect du corps du patient, du défunt par exemple, ce sont des questions
éminemment importante. Le quatrième sujet est celui de la décision partagée du patient avec l'équipe médicale. Alors, de droit, ça existe, mais dans les usages, ce n'est pas toujours le cas et on a encore beaucoup de marge de progrès sur le sujet. Et puis, je terminerai peut-être par ce qui est, d'un point de vue politique, peut-être le plus important, c'est le fait que le patient s'intègre dans une réflexion globale sur le système de santé. Alors, j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir un peu plus loin parce qu'il y a beaucoup de dégagements possibles sur cette question. Donc, comment le patient est suffisamment informé, comment il ne se laisse pas embarquer par des fausses informations, des fake news, des conspirations. Enfin, vous connaissez le sujet, on en parlera sans doute à propos du vaccin actuellement. Comment il participe à des débats, alors qu'ils sont parfois un peu spontanés ou qui sont peuvent être organisés par les pouvoirs publics ou pas. Et donc, cette question de l'appropriation du fonctionnement du système de santé, des priorités qu'on peut se donner, des financements de la sécurité sociale, bref, toute une série de sujets auxquels, pour le coup, le patient devient vraiment citoyen et réfléchit au bien commun et à l'outil de la protection sociale en général pour lui, mais pour tout le monde. Voilà, mon petit propos introductif avant de poursuivre. Merci, Monsieur Alauzet. Est-ce qu'un autre intervenant voudrait rebondir sur cette définition et apporter d'autres? Oui, Monsieur Robichon. Oui, je suis désolé d'être probablement un peu politiquement incorrect, mais dès qu'on parle de notion de patient citoyen, on parle donc de citoyen. On oublie peut-être aussi un peu, mais M. Alauzet l'a abordé à sa façon tout à l'heure, à l'instant que quand on attend de nos compatriotes qu'ils soient citoyens, par exemple au moment des élections, si on touche 30% des gens, c'est le maximum. J'ai très peur qu'en basant une réflexion et la construction d'un système de santé autour de la citoyenneté et donc de la volonté supposée du patient de devenir citoyen, on soit aussi terriblement déçu par ou le manque d'implication ou, comme monsieur le député l'a dit, par la propension qu'ont certains, et généralement ce sont les plus participatifs malheureusement, à se laisser embarquer ou à se laisser porter par des thèses qui ne sont pas franchement les plus constructives pour le système de santé. Donc, parlons de la question du patient citoyen, c'est essentiel, mais parlons aussi de la volonté du patient d'être citoyen ou alors des effets secondaires d'une citoyenneté qui ne serait pas maîtrisée. Si aujourd'hui on avait déjà terriblement avancé dans le processus qu'on est en train de décrire et que les patients étaient citoyens, on aurait donc aujourd'hui 50% des patients citoyens qui ne voudraient pas du vaccin et auxquels on serait obligé, puisqu'on leur demande, on leur impose des devoirs, on serait aussi obligé de les écouter et de prendre en compte. Alors, je n'ai aucune passion absolue pour l'autocratie et la dictature, mais je pense qu'on a peut-être un peu tendance à oublier cette donnée de base qui est de dire que le patient n'a pas toujours envie d'être citoyen parce que le citoyen n'a pas toujours envie d'être citoyen et que celui qui l'est n'est pas toujours celui qu'on attend. Rappelez-vous, les grands débats organisés notamment par Marisol Touraine sur la vaccination il y a quelques années déjà, et où on avait très vite constaté que 95%, j'exagère, mais 90% des participants à ces forums, c'était sous la forme d'un site internet, étaient en fait des anti-vaccins forcenés qui avaient du coup là une occasion d'envahir l'espace public et de faire porter leur voix comme jamais ça avait été le cas auparavant. Donc voilà, je suis parfaitement en ligne avec cette notion de citoyenneté dans la santé, mais attention à ne pas bâtir ce système sur des rêves collectifs qui ne seraient pas conformes à la réalité d'un pays qui, malheureusement, a bien d'autres problèmes à gérer et pour lesquels, un grand nombre desquels, la citoyenneté, finalement, en matière de santé, ne s'impose que quand le patient est malade, souvent gravement malade, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Merci, Monsieur Robichon. Madame Hilali, vous voulez réagir? Oui, rapidement, il y a eu beaucoup de choses de dites, donc c'est juste un tout petit complément. C'est vrai que ce qui
Ce qui est important pour avoir un patient citoyen, c'est qu'il se sente légitime à s'exprimer. C'est souvent compliqué quand on est sur des sujets de santé. Et en même temps, quand on regarde tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, on voit que les patients et d'ailleurs tout leur entourage disent énormément de choses. La santé, c'est vraiment un des sujets sur lesquels les gens s'expriment le plus. Beaucoup de questions. Et du coup, c'est très intéressant parce que ça permet aussi de se dire qu'il y a tout un travail à faire pour d'explication, notamment, et il y a une réorganisation de la visite médicale qui sera intéressante pour dégager plus de temps pour pouvoir expliquer. Donc, je dirais, je partage ce qui a été dit avant et en même temps, on voit bien qu'il y a un vrai intérêt puisque c'est un des sujets sur lesquels les patients s'expriment le plus. Donc, je pense que il y a des sujets d'éducation qui sont importants pour permettre aux gens de se sentir légitimes pour s'exprimer, qu'ils soient patients ou non. Voilà. Merci beaucoup, Madame Hilali. On peut passer peut-être à la question 2. Donc, merci pour ces définitions de points de vue variés, ce qui est très enrichissant pour notre public. Et nous avons pu en effet, lors de cette première question, avoir un point de vue plutôt théorique de la définition du patient citoyen. Cependant, les expériences passées et le cadre professionnel de chacun de nos intervenants peut également apporter une dimension technique à cette problématique. Et donc, par exemple, dans votre quotidien professionnel, comment percevez-vous cette transition et quels changements et évolutions avez-vous pu observer? Avez-vous des exemples concrets de cette transition à nous communiquer? Je vous laisse prendre la parole. Qui parle? N'importe, je veux bien commencer. Merci, Monsieur Alauzet. Écoutez, on va parler vaccin, hein. Voilà, c'est le sujet du moment. Et je vois bien que, y compris chez les professionnels, qui sont censés être les gens qui maîtrisent le sujet, le vaccin a souvent été considéré principalement comme une protection individuelle des personnes. Et en tout cas, il l'est pour la grande majorité. Il l'était, vous allez voir l'évolution justement peut-être du patient citoyen. Avec la crise qu'on vient de connaître, je crois qu'il y a eu la vertu de la pédagogie de cette crise, de faire comprendre à chacun que le vaccin, certes, était une protection individuelle, mais il était aussi et pour ça je dis ni plus ni moins, il était aussi une protection collective. Hein, c'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Eh bien, cette notion-là, y compris dans le corps médical, n'était pas complètement assise. Et encore moins donc dans la population générale. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment le patient qui devient citoyen, c'est le patient qui se dit « ben oui, je vais faire le vaccin parce que je suis une personne à risque, etc. Hein, mais je fais le vaccin aussi, et parfois même si je ne suis pas une personne à risque, parce que c'est l'intérêt collectif. Et c'est la quête de déjà peut-être que si je suis un jeune, je ne contaminerai pas papy et mamie, mais en plus, je participerai à une œuvre collective qui est celle d'atteindre cette immunité collective et de protéger l'ensemble de nos concitoyens. Là, vraiment un bel exemple, grandeur nature, qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà un Monsieur exemple. le député, vous avez vraiment l'impression, monsieur le député, qu'il y a une prise en compte de cette dimension collective dans l'acte de vaccination? Moi, alors, je vais vais rejoindre votre propos tout à l'heure. Évidemment, je ne sais pas de quelle proportion des Français je parle. Et vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas forcément dans les actes de démocratie ceux qu'on souhaite avoir. Sont-ils représentatifs? Est-ce qu'on n'a pas toujours les mêmes qui viennent s'exprimer? Vous avez tout à fait raison. Et de ce que vous venez de dire, il y a une grande partie de vérité. Mais je constate quand même des conquêtes. Je le vois à travers mes patients ou dans mes discussions politiques, d'un certain nombre de personnes, alors je ne peux pas vous dire, c'est peut-être que 5%. Effectivement, et là, vous avez totalement raison. Mais c'est un moment où on va changer le niveau. Peut-être qu'on va passer de 5 à 5 ou 10% de la population qui avait cette conscience-là, et puis on grappillait 0,5 points tous les ans, et là, on va monter peut-être 3, 4, 5, 6 points, je ne sais pas, sur ce moment-là de… Voilà, et puis peut-être ça stagnera à nouveau jusqu'à un prochain épisode et événement. Donc, je comprends parfaitement le sens de votre question et je le partage, et je ne veux surtout pas généraliser. C'est toujours difficile de pondérer son propos pour savoir quelle proportion de la population ça touche réellement. On est d'accord. Monsieur Leleu, je vois que vous levez la main. Oui,
enfin, je pense qu'il y a eu pas mal de points qui ont été soulevés, notamment par Olivier Nataf au tout début sur la partie préventive. C'est vrai que je pense que le numérique aujourd'hui a quand même changé la donne par rapport à l'information. Donc, on parle souvent d'une évolution d'un système curatif vers le préventif, et donc il y a aussi une transition qui répond à ce point. Et je pense que ça, c'est un élément qui est essentiel aujourd'hui. Donc, cette notion de citoyen, c'est aussi l'accès à l'information. Et Olivier Robichon en a parlé, ce rôle vraiment de citoyen où je veux être acteur de ma santé pour connaître, comme vous venez de le dire, docteur Alauzet, sur bien sûr le vaccin, mais ça peut être aussi sur ma maladie. Et donc, je pense que c'est un élément aussi qui permet en fait de faire évoluer aussi la relation entre les soignants et les patients. Et puis aussi le fait que ce côté préventif, on va pouvoir chacun intervenir. Et je pense notamment sur les pathologies chroniques, je pense par exemple au diabète de type 2, ou les notions de prévention qui sont aussi différentes selon les pays. Donc je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une lecture pas uniquement franco-française, mais voir aussi comment la santé est abordée peut-être dans d'autres systèmes. On connaît la qualité de celui de la France, mais il y a aussi d'autres façons d'aborder la santé. Et donc de voir que cette action, je dirais, de prévention, de pouvoir peut-être anticiper. On parle souvent de la médecine des 5 P avec le côté préventif, le côté personnalisé, qui est une démarche qui est assez forte, mais aussi cette médecine des preuves et de montrer comment ces systèmes numériques qui peuvent permettre peut-être de développer une plus grande prévention vont avoir un impact positif sur le système de santé. Donc, je pense que c'est vraiment cette notion on doit prendre en compte qu'il y a une évolution dans la recherche d'informations, dans la récolte d'informations et dans le partage entre les patients et le système de santé, et les acteurs de santé. Avec, si vous me permettez, toujours, et on retombe toujours sur la même problématique, ce système d'information, on sait qu'aujourd'hui, la vraie problématique du système d'information en matière de santé, c'est le référencement. Et malheureusement, j'ai toujours un peu peur il y a eu plein de propositions qui ont été faites, notamment par vos collègues, monsieur le député, mais c'est vrai que en matière de référencement d'informations de santé, il y a effectivement un besoin, il y a des commencements de réponse, mais il y a surtout des risques monumentaux. Enfin, on le voit assez régulièrement. Moi, je suis assez effaré des contacts que je peux avoir avec certains qui sont des activistes de la contre-information. Et je pense que ce serait une erreur que de ne pas prendre en compte ce risque-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut renvoyer le citoyen à son domicile et lui dire tu n'interviens pas, mais je pense qu'il y a des sujets, et la santé en fait partie, où ce chemin-là, il est jalonné d'écueils et de risques potentiels. Merci. Je suis désolé d'être un peu casse-morale, hein, mais je vois ça depuis tellement longtemps. Je suis vieux maintenant, vieux journaliste dans l'univers de la santé, et c'est vrai que j'ai rarement été emballé par une espèce de volonté collective de participer, alors au-delà de sa propre santé, c'est une dimension collective de la santé. Je ne parle même pas là de prévention, mais au moins d'information. J'ai toujours un peu peur que cette information soit orientée. Merci beaucoup. Madame Hilali ou Madame Canipel, est-ce que vous souhaitez rebondir sur cette question? Ajouter quelque chose? Moi, pas plus que ça. Je vois qu'il y a une question, le dossier médical. Je ne sais pas si vous voulez qu'on réponde aux questions en même temps ou à la fin. Je pense que là, vous avez peut-être le temps de traiter celle-ci. Pour les autres, on attendra, je pense, la fin pour avoir plus de regroupement de toutes ces questions-là et pour être sûr qu'on puisse en traiter le plus possible. Ouais, donc il y a une question sur le dossier médical partagé, en fait. Est-ce que c'est déjà une réalité ou non? Moi, je dirais que c'est un bout de réalité, mais un petit bout. C'est-à-dire que ça a été beaucoup relancé par la CNAM, et donc je pense que globalement, tout le monde est convaincu que c'est important d'avoir des données qu'on puisse partager entre professionnels de santé et même au-delà. Après, dans la réalité, aujourd'hui en France, c'est assez peu rempli et ça manque beaucoup d'informations si on compare à d'autres pays. Donc, je dirais, je sais pas, 15%. J'ai cherché il y a peu de temps la première date à laquelle c'est l'avantage de l'ancienneté. On avait commencé à envisager le DMP en 92. Et déjà en 92,
on est persuadé qu'on va avancer très vite parce que d'autres pays l'ont fait. Il y a juste, alors je sais pas s'il y a beaucoup de pharmaciens à l'ESCP, il y a un truc qui marche bien en pharmacie, qui s'appelle le dossier pharmaceutique, dossier pharmacien, je ne sais pas comment on dit. Pourquoi est-ce que le pouvoir politique et les organisations professionnelles n'ont pas, enfin, le pouvoir politique n'a pas dit, bon, écoutez, DMP, on n'avance pas, parce que honnêtement, on avance beaucoup moins vite qu'on le voudrait. Voilà, on bascule ça sur le dossier pharmaceutique qui a, je sais plus, je crois qu'il y en a 22 millions ouverts, hein, donc bien plus et bien plus vite surtout que le DMP. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette volonté d'avancer là-dessus? Je ne sais pas. Bon, après, il y a aussi… Il y a plusieurs explications, sans doute, qui peuvent me permettre. Je ne suis pas un grand connaisseur, mais c'est vrai que les professionnels attendent ça depuis longtemps et si on va pas chercher, on se demande pourquoi. Ça paraît incompréhensible qu'on n'ait pas encore ce dossier médical partagé. Mais il y a quand même une notion, à mon avis, qui intervient dans ce dossier comme dans beaucoup d'autres, au nom du principe de précaution, que je défends par ailleurs, mais dont on a un usage totalement excessif, on a peur. Alors, en l'espèce, on peut avoir peur de la divulgation d'informations privées. Alors ça, et ça nous cause bien des ennuis dans d'autres dossiers d'ailleurs pour avancer, sacro-sainte. Ben oui, bien sûr, c'est important de préserver la vie privée, mais enfin, là, on a quand même mis des garde-fous pour que ce soit vraiment partagé entre un maximum enfin, quand je veux dire maximum ou minimum, je pense que je me fais bien comprendre, par très peu de gens, en réalité, qui partagent l'information, mais ce principe de précaution nous empêche beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur le vaccin. Il semblerait qu'une des explications sur le fait que les Français et pas réussi à déboucher sur un vaccin, soit lié à ce principe de précaution. On ne va pas s'aventurer dans des voies trop compliquées où on ne sait pas trop où on va, avec des ARN, etc. Donc, on va faire un bon vieux vaccin classique. Bon, je ne sais pas, ma description est peut-être un peu rapide, mais en tout cas, le principe de précaution et la protection de la vie privée nous empêche énormément d'avancer. Si vous me permettez de réagir au propos de M. Leleu juste avant, ça m'inspirait… parler de prévention et de curatif. Moi aussi, ça fait longtemps que je suis sur ce sujet-là en tant que professionnel. Et je pense que quand on évoque ces sujets-là et d'autres, le problème, c'est qu'on a deux catégories de personnes. On a les inclus et les exclus. Et ça pose le problème de l'accès à l'information, de la sensibilisation et de l'accès à l'information. Il y a toute une catégorie de la population dont je suis sûr 99% de nous, là, cette table ronde, sommes sensibilisés. Et il y a toute une partie des gens, alors qui ne sont pas les activistes, parce qu'il y a les 2-3% d'activistes, effectivement. Il y a la grande majorité, il y a une bonne partie de la population dont nous faisons partie, qui sont les gens plutôt CSP+, instruits, informés, etc. C'est un gros corps, hein, peut-être 40%. Et puis, il y a 40% de gens qui sont totalement à côté de beaucoup de choses, qui sont exclus socialement, professionnellement et de l'information. Ce sont souvent les mêmes. Et aller faire de la prévention avec ces personnes-là, c'est extrêmement difficile, sans tomber dans la caricature, bien entendu, mais on va trouver beaucoup de fumeurs qui ne connaissent même pas toujours les méfaits du tabac, on va trouver un certain nombre d'addictions, on va trouver la mauvaise alimentation, on va retrouver… voilà. Et donc, si on parle de patient citoyen, le problème, c'est qui a les moyens aujourd'hui d'être un patient citoyen pour s'occuper de sa santé, à la fois dans toutes les dimensions que vous connaissez. Ça, c'est un vrai sujet. Et ce qui fait que souvent on se dit, est-ce qu'il ne faut pas concentrer nos efforts sur ces populations exclues qui, en plus, collectionnent les comorbidités, les pathologies, la pollution et la mauvaise alimentation, etc. Ce que vous dites, Dr. José, ça rejoint d'autres sujets, parce que là, on parle tout à l'heure de patients citoyens, donc on parle de la citoyenneté. On sait qu'il y a à peu près 13 millions de personnes qui, en France, n'ont pas accès au numérique, ce que vous venez de souligner. Donc, la notion de e-santé, Olivier Robichon parlait tout à l'heure de comment on accède, le référencement à ces types d'applications. Je pense qu'il y a quand même des éléments, des dynamiques aujourd'hui qui sont faites. Il y a aujourd'hui l'ENS, donc l'espace numérique de santé, qui se développe dans le cadre de la politique de Ma Santé 2022, où on commence à référencer, au-delà du DMP, qui sera une couche de l'ENS, il y a aujourd'hui ce qu'ils appellent un store, donc avec une trentaine d'applications qui ont été référencées pour permettre aussi l'accompagnement des personnes. Donc, bien évidemment, ce que vous dites, c'est qu'il faut que on ait une démarche pour que tout le monde y accède. Mais là, on est déjà dans une information où il n'y a pas que la partie DMP, mais on commence déjà sur même des approches de bien-être.
Donc, l'ENS, en fait, l'objectif, c'est d'avoir vraiment un espace qui permette, en tant que patient et en tant que citoyen, d'avoir tout un historique et un nombre de services qui sont intéressants. Donc, je pense que c'est, enfin, par rapport au DMP, ça fait, comme l'a dit Olivier, on en parle depuis très très longtemps. Je pense qu'il faut, enfin, soit on a une approche très coercitive qui peut fonctionner, je pense que ce n'est pas trop le style, mais plutôt d'être sur la motivation. Qu'est-ce qui va motiver les médecins à pouvoir l'utiliser? Qu'est-ce qui va motiver les patients à y aller? Et si on trouve cette motivation, bien évidemment, on peut avoir des ambitions assez fortes. Aujourd'hui, c'est 8 millions d'accès pour le DMP. Il y a une volonté, je crois, qui avait été portée par le gouvernement de le porter à près de 40 millions d'ici 2023-2024. Donc, on est quand même sur une croissance hyper forte. Il faut travailler sur cette notion de motivation pour que l'espace puisse fonctionner. Il y a plus qui a été fait en 2 ou 3 ans sur ces outils de santé accessibles par le digital qu'au cours des 35 dernières années. Et ce n'est pas du tout parce que tu es dans les intervenants, mais notamment grâce à des entreprises comme la tienne, parce qu'il y a une créativité. Je pense que, bon, après, là aussi, c'est un autre débat, mais il faut aussi que les pouvoirs publics fassent confiance. Et on retombe peut-être aussi un petit peu sur la problématique du principe de précaution extrême qui devient aujourd'hui un frein à plein de choses. Vous disiez vous-même, monsieur le député, il faut que le gouvernement fasse confiance aux acteurs du privé capables de réagir et capables de proposer, même si certains, du coup, vous pointent du doigt en disant bah oui, mais on va vous concéder la gestion de telle ou telle donnée de santé, ça existe encore. Non, je crois qu'il y a eu en 3 ans beaucoup plus de faits qu'en 30 ans et qu'on est sur une bonne dynamique. Après, c'est effectivement, comme vous le disiez, monsieur le député, l'accessibilité de ces 40%. Moi, je me trouve très optimiste quand vous dites 40%. J'ai peur que ce soit plus proche de 50%. Et permettre à tous ces gens-là non seulement de savoir et d'utiliser des outils comme l'ENS. Juste, je peux bien sûr vous la parole, mais je voulais rebondir, Olivier, ce que tu viens de dire sur l'effort qui a été présent. On a, au niveau d'Interaction Healthcare, fait un événement fin janvier qui a permis de mettre l'intervention de Laura Letourneau et Dominique Pont, donc, qui sont les représentants ministériels donc, sur la démarche de l'e-santé et qui ont expliqué en fait une démarche qui est extrêmement intéressante, c'est de créer ce qu'ils appellent une maison du numérique en santé, c'est-à-dire que c'est d'un point de vue étatique, bien sûr, l'État qui va porter en fait ce projet pour qu'ensuite il y ait des connexions avec des opérateurs, avec des industriels qui sont capables de dire on a la même vision de la e-santé et ensuite on peut distribuer les informations. Parce qu'on sait très bien que l'interopérabilité dans les systèmes hospitaliers, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, il y a une vraie démarche, là aussi coercitive, c'est de dire il faut respecter le cadre, et ensuite, vous pouvez travailler avec nous sur le développement. Et je trouve que c'est intéressant. Il y a eu près de 360 industriels qui ont signé la charte de l'e-santé. On en fait partie pour montrer que voilà, il y a une possibilité d'ouvrir et qu'on peut travailler avec le privé et également le public. Merci, monsieur Leleu. Merci à tous pour vos différents points de vue extrêmement intéressants pour nous. Je vous laisse avec Amir pour la question 3. Merci beaucoup, Rose. Du coup, on enchaîne directement sur la question 3, qui est comment l'industrie pharmaceutique et plus globalement les industries en santé doivent-elles s'adapter à cette transition? Et pour ouvrir cette discussion, je laisse la main à Madame Hilali. Oui, en fait, sur ces sujets-là, alors comment elles doivent s'adapter? Je pense qu'un des gros sujets, c'est d'intégrer des nouvelles compétences dans les industries de la santé, et notamment des compétences sur le digital, sur la data. Ça fait partie des sujets compliqués parce que c'est 2 mondes assez différents. Et donc, il y a tout un travail, mais je dirais, en fait, la période récente a probablement un des rares effets positifs, en fait, c'est d'avoir accéléré, en fait, ce mélange entre des industries de la santé et puis les acteurs du digital et de la data notamment. Ça a montré que ça pouvait vraiment être utile, que c'était des outils intéressants, que ce soit pour gérer la crise, pour développer beaucoup plus vite du médicament, pour faire des tests cliniques. Donc, je pense pour moi, un des gros sujets, c'est d'arriver à accueillir des nouvelles compétences, d'arriver à les garder aussi,
Donc ça je pense que c'est un des sujets phares, tout en gardant malgré tout ce qui sont les qualités en fait des acteurs de la santé, parce qu'on a beaucoup parlé du fait que à la fois ils sont lents, ils sont trop conservateurs, ce qui est vrai, et en même temps c'est aussi ce qui fait que il y a des valeurs qui sont importantes dans cet univers-là. Donc pour moi le vrai sujet c'est d'arriver à garder un peu la raison d'être et les valeurs, tout en étant capable d'intégrer de l'agilité, de la rapidité et puis des nouvelles compétences. D'accord, merci. Est-ce qu'on aurait un autre intervenant qui voudrait rajouter quelque chose ou rebondir? Monsieur Robuchon, Je suis allez-y. désolé de mettre mon grain de sel à chaque fois, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, le quotidien que j'ai dit, je crois qu'on annonce au moins une fois par mois la nomination on appelle ça un Chief Digital Officer dans l'industrie pharmaceutique ou dans les technologies médicales, donc c'est plutôt un bon signe. Après, comment l'industrie pharmaceutique doit s'engager s'adapter et s'engager dans cette transition, il faut là aussi ne pas oublier que dès que l'industrie pharmaceutique a d'une manière ou d'une autre l'intention de prendre lien avec ce patient citoyen et ce patient, les barrières sont énormes, multiples, légales. Les prises de parole sont quasi impossibles. La moindre campagne d'information, ce qu'on appelle le disease awareness dans l'industrie pharmaceutique, demande une mobilisation du service réglementaire avant tous les autres. Et c'est… alors, je ne dis pas qu'il faut ouvrir toutes les barrières, qu'il faut lâcher toutes les protections, mais je pense qu'il y a une réflexion à faire. Le principal émetteur d'informations sur un produit pharmaceutique, qui est le médicament, le principal, c'est l'industriel qui le produit, n'a pas la capacité de parler aux patients. J'entendais ce matin un débat sur France Inter, radio que j'adore, sur le diabète et sur, paraît-il, les dangers des nouveaux médicaments sur la prise en charge de la pathologie. Personne n'était là de l'industriel ou des industriels concernés pour, non pas débattre ou apporter ou faire de la promo, mais au moins pour apporter des informations. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. On pense généralement qu'il n'y a qu'aux États-Unis où ils ont le droit de prendre. Non, dans plein d'autres pays, notamment anglo-saxons, ils ont des droits de parole qui sont beaucoup plus importants que chez nous. Et puis surtout, ils ne souffrent pas partout d'une image aussi détestable qui est la leur ici en France, qui fait que même s'ils avaient le droit de parler, on les pointerait du doigt en les accusant de voleurs et de menteurs avant qu'ils aient dit le premier mot. Ouais, je partage complètement ce qu'Olivier vient de dire. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, c'est aussi vrai souvent pour les assureurs. Alors qu'à la fois l'industrie pharmaceutique ou les assureurs santé ont une connaissance très très fine de la pathologie, de la santé. Et moi aussi, je trouve que c'est super dommage de sans arrêt, en fait, là. Bien évidemment, il y a un cadre, mais je pense que la période où la relation industrie pharmaceutique et médecin, c'était pour savoir s'ils aimaient les cravates roses, c'est loin, loin derrière nous. Et moi aussi, je trouve ça vraiment très dommage parce que du coup, il y a sans arrêt des espèces d'évitements qui se font ou alors de procéder en prenant un tiers intermédiaire et du coup, on perd de la valeur. Et je pense que c'est un vrai sujet qui mériterait vraiment d'être adressé. Tu évoques aussi, Isabelle, la notion de valeur. Moi, je pense aussi à la compréhension, parce que l'évolution, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par les industriels pour essayer d'apporter aussi cette transition, d'intégrer le numérique. Comme l'a dit parfaitement Olivier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes qu'on ne voit pas toujours, mais c'est vrai qu'entre la compliance, enfin tous les sujets que vous traitez, on va dire, au quotidien, c'est complexe. On voit les collaborations avec les startups, et je connais bien le sujet, en fait, c'est deux mondes différents. Le monde des startups, on vous dit aujourd'hui test and learn, c'est-à-dire, OK, tu lances ta startup et puis si ça se plante, c'est pas grave, on lance un nouveau produit, on fait l'itération. Olivier pourrait très bien lancer un nouveau produit en se disant, je vais tester auprès de ma communauté, et puis on peut voir. Ce qui est complètement à l'opposé en fait de tout ce qu'on apprend dans la culture, bien sûr, de l'industrie pharmaceutique par rapport à, bien évidemment, toute la démarche qui est compréhensible parce qu'on parle du médicament, la sécurité du patient. Donc, c'est deux cultures différentes. On a une culture du risque, de prendre un risque pour essayer d'apporter peut-être une innovation.
Et ça, culturellement, ce n'est pas, c'est pas frontal. C'est juste une question de typologie. Et moi, je l'ai vu des fois des startups s'épuiser dans des collaborations avec des industriels parce qu'il y a des étapes à passer qui, pour une startup, je ne sais pas, de 8-10 personnes qui n'a peut-être pas levé beaucoup de fonds et qui a besoin en fait de collaboration avec un industriel, si ça met 8 mois, 9 mois, 10 mois, ça peut être complexe. Donc, je pense qu'il y a une volonté de tous. Et tu l'as dit, Isabelle, je pense que la situation du Covid-19, on a vu beaucoup d'alliances, beaucoup de coalitions. Qui ont la coalition Innovation Santé. Il y a eu également l'Alliance qui a été créée, où on a intégré des hôpitaux comme la PHP, des industriels, des startups. Donc, c'est vrai que cette situation de la crise sanitaire de la Covid-19 j'irais changer un peu la façon de travailler, et on a vu des modes de collaboration qu'on n'aurait pas pu voir avant. Donc, ça veut dire que les choses peuvent changer et qu'on a aujourd'hui des acteurs sur le système de santé qui peuvent travailler ensemble. Merci à tous pour vos réponses. Du coup, on enchaîne directement par cette question 4. Mais avant, je voulais introduire un petit peu le sujet. La science a été au cœur de l'actualité plus que jamais durant cette crise. Comme on l'a dit dans l'introduction, le patient citoyen est un patient conscient et curieux qui s'informe sur sa santé. Et comme ce citoyen n'est pas ultime expert en santé, cela peut mener à des incompréhensions, voire à de fausses interprétations de la science. Alors cette année, on a eu le mouvement anti-vax et les théories complotistes au sujet de l'émergence de la Covid-19 et j'en passe. Et donc ma question est, que pensez-vous de l'état actuel pour lutter contre ces fake news et que faut-il faire pour les éviter à l'avenir ? Je pense qu'il y a deux types de fake news. Il faut faire attention à ne pas tout rassembler dans le fake news. Il y a un type de fake news contre lesquels il y a une seule arme, c'est la culture. La culture, l'intelligence, l'éducation. Quand on entend encore dire que 10 à 15% des Français pensent que la Terre est plate, on est là dans une catégorie de fake news où seule l'éducation, seule la culture peut permettre de répondre à ça, ce que nous tous on répondrait. C'est des conneries, c'est des énormités. Et beaucoup de fake news sont des énormités. Ça, c'est la catégorie fake news, si je puis dire. Et puis, il y a la fake news, qui est une fake news souvent plus stratégique que pensée, et qui est une fausse nouvelle, qui est peut-être crédible. Et là, oui, on retombe sur ce que nous disions tout à l'heure avec Jérôme, on doit avoir des outils de référencement de l'information. Et c'est aussi, je suis désolé, je sais que je prends beaucoup leur défense, c'est aussi un des secteurs où l'industrie pharmaceutique peut avoir une prise de parole, le droit à une prise de parole qui lui est interdite aujourd'hui, même si vous me direz que si l'industrie défend quelque chose, plein de gens diront que c'est pour vendre son produit, mais elle est émettrice, elle est détentrice d'une information et elle doit faire partie, avec beaucoup d'autres, de la réponse. Mais voilà, je pense qu'il faut distinguer des fake news pour lesquelles aucun de nous ne peut apporter une réponse, c'est seulement les instituteurs et les professeurs qui peuvent en apporter, et ceux qui remettront je ne sais pas comment on appelle ça, les personnes qui sont en échec scolaire dans le secteur. Voilà, rien d'autre, enfin, rien que la culture ne peut permettre de faire comprendre aux gens que la Terre n'est pas plate et que ce n'est pas la CIA qui a descendu les tours jumelles. Après, des autres fake news, celles contre lesquelles on peut se battre, c'est autre chose. Je peux prolonger le propos d'Olivier Robichon sur la deuxième catégorie, hein, je ne parle pas de la Terre est plate, les 15%. Sur les autres, c'est une catégorie parfois difficile, dont les contours sont difficiles à fixer entre ce qui peut être une fausse information ou, y compris le président des États-Unis pourrait dire une alternative, ou une controverse légitime, oui, et parfois de bonne foi ou de mauvaise foi, avec des instrumentalisations politiques ou pas, le cas échéant. Et là, on rentre dans un domaine nébuleuse, extrêmement difficile, et ou même d'ailleurs, si on veut légiférer, faut y aller sur des œufs, parce que aller jusqu'à une atteinte à la démocratie, hein, si on va trop loin. C'est un sujet sur lequel j'ai du mal à me positionner parfois. Voilà, donc il y a beaucoup de sujets qui sont des sujets de la controverse, simplement. Et donc,
c'est très, très compliqué. Là, c'est le débat de société, hein, tout simplement, qu'il faut pouvoir mener. Mais il y a, y compris dans cette deuxième catégorie, des fausses informations. N'oublions pas que et alors, ceux de la première catégorie alimentent parfois la deuxième, ou sont instrumentalisés, ou, enfin, pardon de catégoriser un peu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, mais on a eu beaucoup de personnes là qui venaient de classes très, très défavorisées, qui avaient des informations pratiquement issues uniquement des réseaux sociaux, donc qui véhiculaient, parfois certaines bonnes foi d'ailleurs, hein, des fausses informations, mais avec un objet politique, hein, de déstabilisation de la société, du pouvoir, je ne sais quoi. Voilà, donc sur la première partie, c'est assez simple, enfin, c'est assez simple dans la c'est dur après dans la réalité, l'éducation, la culture, mais c'est simple à comprendre. Il y a un travail de fond long, etc. Et on retrouve les mêmes catégories de population d'ailleurs que celles, enfin en partie celles que j'évoquais tout à l'heure. Pour le reste, c'est difficile de séparer. Ouais, moi, je partage à 200% la solution éducation et culture. Et puis après, je pense qu'il faut aussi mettre des moyens parce qu'on ne peut pas être complètement naïf. Il y a effectivement les fake news totalement stupides et puis il y a les fake news avec des volontés de déstabilisation qui existent aussi. Et là, du coup, je pense que la seule solution, c'est de mettre des moyens de recherche, des moyens technologiques. Il y a pas mal de choses qui se font. Alors moi, j'en connais que quelques-uns, mais nous, on a beaucoup bossé sur ces sujets-là pendant la période Covid. Et je sais que dans nos membres, par exemple, il y a Sorbonne Université et Capcode, qui est une start-up qui travaille sur les données des réseaux sociaux, qui, a priori, devrait remporter un gros appel à projet européen avec pas mal de moyens, en fait, pour développer des outils pour lutter contre les fake news médicales. Il n'y en a pas que dans la santé, d'ailleurs, des fake news, mais je pense que pour moi, c'est un objet de démocratie. Et donc, il faut qu'on mette de l'argent sur la table pour avoir des outils. C'est une forme de… Quand on est sur les formes extrêmes, c'est une forme de guerre. Hein, et donc, il faut, à mon avis, c'est utile d'être capable de se défendre en ayant les outils qui vont bien. Mais vous avez raison, c'est un combat de tous les instants sur lequel il faut, même si je comprends très très bien les réserves de monsieur le député, et je les partage 1000 fois, mais c'est vrai que c'est aussi un combat sur lequel il ne faut absolument pas lever le pied, quoi. Il faut être, quitte à répéter 100 fois la même chose. Moi, je suis effrayé de descendre dans la cour que heureusement, enfin, que par bonheur, nous avons dans la résidence où j'habite, et d'entendre des gens qui sont de toute bonne foi et qui sont une catégorie socio-professionnelle qui n'est pas celle que vous décriviez tout à l'heure, nous sortir, alors ça s'est un peu calmé, mais nous sortir au moment où la crise était de façon plus forte, des énormités surréalistes et au final, ces énormités-là, elles deviennent de plus en plus crédibles quand la source est un peu confidentielle. Vous comprenez ? Si la source qui émet l'information est un truc un peu secret, un peu caché, c'est que là, c'est peut-être plus crédible que si la source, elle, est j'allais dire, d'état, entre guillemets, ou logique, et on en arrive à des voilà, on aura sûrement progressé pour la lutte contre les fake news pendant cette crise, mais on aura surtout entendu des choses surréalistes. Je crois que la peur génère les fake news, et que du coup, les fake news génèrent la peur, et qu'il y a une espèce d'engagement, d'enclenchement qui est assez dangereux. Moi, je veux bien répondre il y a une question qui a été posée. Comment pensez-vous que l'industrie pharmaceutique puisse s'approprier les réseaux sociaux pour justement éduquer et contrer les fake news? Moi, je peux parler au moins d'un projet sur lequel on a travaillé au sein du club avec un labo pharma qui était justement d'écouter en fait ce qui se dit sur les réseaux sociaux, que ce soit les professionnels de santé ou les patients. Ce qu'on voit, c'est que les laboratoires pharmaceutiques s'intéressent de plus en plus aux données en vie réelle. Et ça, c'est une super bonne chose parce que ça permet vraiment de voir la personne dans sa globalité.
Et du coup, une des bonnes sources d'informations, de données de vie réelle, c'est les réseaux sociaux. Et donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de labos qui s'intéressent à ces sujets-là, qui écoutent. Et du coup, à partir du moment où on a l'information et on comprend ce qui se passe, qui parle à qui pose quelles questions, ça permet vraiment de… Après, du coup, alors après, il y a toute la complexité de à qui j'ai le droit de parler, comment je peux parler en tant que laboratoire pharmaceutique une fois que j'ai compris, par exemple, que les patients se posaient tous tel type de questions, que quand ils se posaient des questions, ils avaient parfois des réponses qui étaient totalement erronées. Et j'aimerais bien prendre une part de responsabilité, mais est-ce que j'ai le droit de faire de l'éducation, sachant que je suis un laboratoire pharmaceutique? C'est beaucoup de questions, mais en tout cas, je trouve qu'on avance sur des choses intéressantes et responsables. Et la question que soulevait Olivier Robuchon juste avant de la crédibilité de l'information, vous allez la rencontrer. C'est-à-dire que nous sommes ici tous autant que nous sommes, moi politique, Olivier Robuchon journaliste, Madame Isabelle Allali, laboratoire pharmaceutique, parmi les élites dont on va énormément se méfier. Puis alors en plus les labos, les politiques, les journalistes, nous sommes parmi les pires. Et donc, on peut déployer, et on va le faire, et on le fait, il faut démultiplier des stratégies, des outils, mais comment atteindre notre récepteur? Comment atteindre le récepteur vis-à-vis de la méfiance d'une parole officielle ou qui est dans le système? Nous sommes tous dans le système, là. Et je ne parle pas des étudiants, c'est pareil, vous êtes dedans aussi. Hein. Et c'est vrai que le dénigrement des élites, c'est un phénomène qui a toujours existé, mais qui prend une importance, qui je trouve, a pris une importance depuis l'émergence des Gilets jaunes et qui s'est poursuivi sous une autre forme avec la crise du Covid. Moi, c'est probablement ce qui m'effraie le plus. C'est-à-dire que ça finit par répondre à l'antithèse de ce que nous disions tout à l'heure. Pour répondre aux grosses fake news, aux énormes fake news, il faut de la culture et de l'intelligence, mais sauf que ceux qui émettent la culture et l'intelligence, hein, parce que c'est aux yeux de ceux qui les détestent, ce sont ça les élites, les professeurs, les experts, les philosophes, les intellectuels, eh bien ces gens-là deviennent démonétisés par nature. Donc de toute façon, là encore une fois, on est dans un cercle vicieux qui est terrifiant. Et moi, au cours des 3 ou 4 dernières années, c'est ce dénigrement des élites ça devenait un slogan. Ça devenait une façon d'être, une façon d'exister, une façon de réfléchir. Je dénigre les élites, même de la part de certaines élites d'ailleurs. Moi, c'est ce qui m'effraie le plus, c'est ce qui me terrifie le plus pour les années à venir. Mais Madame Illali, est-ce que, vu ce qu'on vient de dire à l'instant, vous ne pensez pas que ce que vous allez développer et les messages que vous allez construire, comment vous comptez les faire passer? Est-ce que, par exemple, il ne serait pas utile de s'appuyer sur les médecins qui, eux, encore, les médecins généralistes, de par leur proximité avec les familles, la confiance. Moi, je le vois quand je parle je fais plus beaucoup de médecine au cabinet, mais j'en fais un peu et je vois bien, voilà, les médecins, les gens écoutent ce que je dis en tant que médecin généraliste, je les connais depuis longtemps, etc. Et même les médecins spécialistes qui, eux, pour le coup, ont une crédibilité de techniciens, de spécialistes. Ils n'ont pas le même rapport humain peut-être aux patients, mais est-ce que c'est pas ça la façon? Parce que si c'est le laboratoire pharmaceutique, enfin, ces représentants qui communiquent, est-ce que vous craignez pas d'être confronté à une espèce d'omerta dès lors que le sourcing montrera que ça vient de vous, quoi? Alors, moi, je ne travaille pas pour un labo pharma. Excusez-moi, pardon. Non, mais aucun souci. Mais non, c'est pas du tout. Je ne le prends pas comme… mais c'était juste pour préciser. Nous, en fait, on est un club pour les data scientists, en fait. Donc, dans nos membres, on a des… D'accord. Voilà. Et donc, du coup, on travaille avec certains laboratoires pharmaceutiques qui sont membres ou pas, d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, je pense qu'un message pour être bien accueilli, il faut forcément qu'il vienne l'idéal, c'est qu'il vienne de plusieurs sources, c'est-à-dire qu'il soit à la fois perçu comme étant porte-parole de ce que les patients pensent, de ce que les professionnels de santé pensent aussi. À mon avis, c'est un trio qu'il faut mettre en place pour pouvoir bien s'exprimer. Et c'est clair qu'au quotidien, celui qui est en frontal avec les patients, c'est le médecin. Et d'ailleurs, là-dessus, ce qui est intéressant quand on regarde les données des réseaux sociaux, c'est de voir que les professionnels de santé parlent entre eux.
et assez peu finalement avec les patients, en tout cas sur les réseaux sociaux, et de voir toutes les questions qui sont posées par les généralistes. Et du coup, c'est là où on se dit il y a vraiment des sujets d'information qui sont importants et de désinformation aussi. Quand on parlait de l'adhésion des personnels de santé à la vaccination, les résultats étaient assez stupéfiants. 80% des médecins, on dit pourquoi il n'y en a pas 100%? Bon, 80%, c'est pas mal. Infirmières, 50%. Aides-soignantes, 25%. Ouais. Aides-soignantes qui sont en contact des personnes âgées, notamment dans les EHPAD. Personnes âgées, elle connaît souvent, la personne qu'elle connaît le mieux dans l'établissement, c'est l'aide-soignante. Elle se tourne vers l'aide-soignante et dit, mais qu'est-ce que vous pensez du vaccin? Et vous faites vacciner? Imaginez les résultats que ça peut donner, quoi, hein. Donc, faut trouver des émetteurs, mais tous les émetteurs sont pas les meilleurs, hein. Il y a des EHPAD dans lesquels les règles sont encore terribles entre les familles et les personnes qui sont accueillies, parce que les aides-soignantes sont la seule population qui n'est pas vaccinée ou quasiment pas vaccinée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 90%, 95% des résidents vaccinés. Les familles peuvent être vaccinées ou accepter de venir parce que leur grand-mère ou leur grand-père est vacciné, mais le responsable de l'EHPAD ne relève pas les précautions parce qu'il sait qu'il a 80% de ces aides-soignantes qui ne sont pas vaccinées. Ça, c'est terrible, c'est terrifiant. Juste un mot sur l'industrie. Rappelez-vous, docteur et monsieur le député, que même le médecin qui a des contacts avec l'industrie est aujourd'hui suspect. Donc, puisqu'on a maintenant coutume de confondre conflit d'intérêts et lien d'intérêts, effectivement, ça complexifie la qualité de l'émetteur du message.